Histoire de pensée, le podcast. Bienvenue dans un nouvel épisode où nous allons explorer une idée qui a marqué l'histoire de la pensée, l'état de nature selon Jean-Jacques Rousseau. Ce concept, au cœur de la philosophie de ce penseur du XVIIIe siècle, nous pousse à réfléchir sur ce que signifie être humain, sur les origines des inégalités et sur la manière dont la société a transformé notre nature profonde. Qui était l'homme avant les lois, les institutions et les hiérarchies? Et que pouvons-nous apprendre de cette vision aujourd'hui, dans un monde marqué par des crises sociales, économiques et écologiques? Préparez-vous pour un voyage intellectuel. C'est parti! Pour bien comprendre l'état de nature, commençons par situer Rousseau dans son époque. Nous sommes au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, une ère d'effervescence intellectuelle où les philosophes remettent en question les fondements de la société. L'Europe est dominée par des monarchies absolues, des inégalités flagrantes entre nobles et paysans, et une Église puissante qui dicte souvent les normes morales. Des penseurs comme Voltaire, Diderot ou Montesquieu célèbrent la raison, la science et le progrès, convaincus que la civilisation moderne libère l'humanité des ténèbres de l'ignorance. Mais Rousseau, né en 1712 à Genève, adopte une posture différente. Il n'est pas convaincu que le progrès soit synonyme de bonheur ou de liberté. Au contraire, il se demande si la civilisation, avec ses richesses, ses lois et ses institutions, n'a pas corrompu l'homme. Cette interrogation est au centre de son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, publié en 1755. Ce texte, écrit en 1755, répond à une question posée par l'Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et est-elle autorisée par la loi naturelle? Est une réflexion audacieuse sur la condition humaine. Rousseau y propose une vision radicalement différente de celle de ses contemporains, notamment Thomas Hobbes et John Locke, deux philosophes qui ont également théorisé l'état de nature. Alors, qu'est-ce que l'état de nature selon Rousseau? Ce n'est pas une période historique précise, comme une ère préhistorique que l'on pourrait dater. C'est une hypothèse philosophique, une reconstruction intellectuelle pour imaginer l'homme avant l'apparition de la société organisée. Rousseau veut comprendre l'essence de l'humanité, débarrassé des artifices de la civilisation. Dans le discours, il décrit l'homme à l'état de nature comme un être solitaire, simple et fondamentalement bon. Cet homme sauvage, comme il l'appelle, vit en harmonie avec son environnement, guidé par des besoins élémentaires, trouver de la nourriture, se reposer, se protéger des dangers naturels. Comparons cette vision avec celle de Hobbes. Dans son ouvrage « Léviathan », publié en 1651, Hobbes dépeint l'état de nature comme un chaos violent, une guerre de tous contre tous, où les hommes, mus par la peur et l'égoïsme, s'entretuent pour survivre. Pour Hobbes, la vie sans état est solitaire, pauvre, dangereuse, brutale et brève. La solution? Un contrat social où les individus cèdent leur liberté à un souverain tout-puissant pour garantir la sécurité. Rousseau rejette cette vision pessimiste. Pour lui, l'homme naturel n'est pas un prédateur assoiffé de pouvoir. Il est indépendant, paisible, et n'attaque autrui que pour répondre à des besoins immédiats, comme se défendre ou se nourrir. John Locke, un autre penseur influent, offre une perspective différente. Dans son second traité du gouvernement civil, publié en 1689, Locke imagine l'état de nature comme un état de liberté et d'égalité, mais où la propriété privée existe déjà, basée sur le travail. Pour Locke, les hommes quittent l'état de nature pour former une société qui protège leurs droits, notamment celui de posséder. Rousseau critique cette idée. Pour lui, la propriété privée est précisément ce qui a brisé l'harmonie de l'état de nature, comme nous le verrons plus loin. Revenons à Rousseau. Dans l'état de nature, l'homme sauvage est libre, car il n'est pas enchaîné par les conventions sociales, les hiérarchies ou la dépendance envers autrui. Ses besoins sont simples et il les satisfait sans ambition ni rivalité.
Rousseau écrit dans le discours « L'homme sauvage, lorsque ses besoins sont satisfaits, jouit d'une tranquillité d'âme que les progrès de la société lui ont fait perdre. Cet homme n'a pas encore développé l'amour-propre, un sentiment de comparaison et d'orgueil qui naît dans la société. À la place, il est guidé par deux instincts naturels, l'amour de soi, qui le pousse à préserver sa vie, et la pitié naturelle, une compassion instinctive pour la souffrance d'autrui. La pitié naturelle est un concept clé. Rousseau donne un exemple frappant. Un homme sauvage, dit-il, ne pourrait pas voir un enfant pleurer ou un animal blessé sans ressentir un élan de compassion. Cette pitié, combinée à l'amour de soi, maintient un équilibre dans l'état de nature. L'homme sauvage ne fait de mal que par nécessité, pas par cruauté ou par envie. Rousseau écrit « La pitié est un sentiment naturel qui, modérant l'amour de soi, contribue à la conservation mutuelle de l'espèce. » Mais l'état de nature n'est pas un paradis. Rousseau est réaliste. La vie de l'homme sauvage est rude. Il doit affronter les intempéries, les prédateurs, les maladies. Ce qu'il souligne, c'est l'absence d'inégalité structurelle. Il n'y a ni propriété privée, ni classe sociale, ni pouvoir oppressif. Rousseau insiste, les premières sources de l'inégalité parmi les hommes sont dans la société, non dans la nature. Un passage célèbre du discours illustre le moment où tout bascule. Rousseau imagine l'invention de la propriété privée, qu'il considère comme le péché originel de la société. Il écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Ce moment marque la fin de l'état de nature. Avec la propriété viennent les conflits, car il faut défendre ses possessions. Puis viennent les lois pour réguler ces conflits, et enfin un pouvoir politique pour faire respecter ces lois. Mais pour Rousseau, ce processus n'est pas un progrès. Il transforme la liberté naturelle en dépendance. Comment ce passage s'est-il produit? Rousseau retrace l'évolution dans le discours. Tout commence avec les premières formes de coopération. Pour survivre plus facilement, les hommes se regroupent, inventent des outils, développent de l'agriculture. Ces progrès, en apparence bénéfiques, ont des conséquences imprévues. La division du travail apparaît, puis la propriété privée. Avec la propriété, l'amour de soi se transforme en amour-propre. L'homme commence à se comparer aux autres, à vouloir être admiré, à désirer plus que ce dont il a besoin. Rousseau écrit « L'amour-propre est un sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de lui-même que de tout autre. Ce changement est une tragédie. La pitié naturelle s'efface, remplacée par la compétition et l'envie. Les inégalités s'installent, certains accumulent des richesses, d'autres deviennent dépendants. Rousseau décrit comment les puissants, pour protéger leurs biens, convainquent les plus faibles d'accepter des lois et un gouvernement. Mais ce contrat initial est une ruse. Rousseau note « Telle fut l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches. » Cette analyse a choqué à l'époque. Rousseau ne se contente pas de décrire l'origine des inégalités. Il remet en question la légitimité des institutions. À une époque où les rois et les nobles prétendent régner par droit divin, dire que les inégalités sont un produit artificiel de la société est subversif. Mais pourquoi? Rousseau s'intéresse-t-il à l'état de nature s'il admet que c'est une fiction? Dans le discours, il explique « Ce n'est pas une condition historique réelle, mais une condition que l'on doit supposer pour comprendre l'homme. » L'état de nature est un outil pour révéler ce que la société a fait de nous. Si l'homme est corrompu, ce n'est pas parce qu'il est mauvais par nature, mais parce que la société l'a perverti. Cette idée de la bonté naturelle de l'homme est au cœur de la philosophie de Rousseau. Contrairement à Hobbes, qui voit l'homme comme un loup pour l'homme, Rousseau croit en une humanité capable de compassion et d'harmonie, si les conditions sociales le permettent. Dans une note du discours, il écrit « La nature humaine ne fait pas de progrès dans le mal, c'est la société qui le produit. »
Cette vision optimiste a inspiré des générations de penseurs, mais elle a aussi suscité des critiques. Voltaire, par exemple, s'est moqué de Rousseau. Dans une lettre célèbre, il écrit « On a envie de marcher à quatre pattes en lisant votre ouvrage ». Pour Voltaire, rejeter les bienfaits de la civilisation, l'art, la science, la culture, est absurde. D'autres ont reproché à Rousseau de romantiser l'état de nature en oubliant les dangers d'une vie sans société. Et puis, il y a vraisemblablement attention dans sa pensée. Si l'état de nature est une fiction, pourquoi en faire le fondement de sa critique? Rousseau répond que cette fiction est nécessaire pour démasquer les artifices de la société. Rousseau ne propose pas de revenir à l'état de nature. Il est pragmatique. Une fois la société formée, impossible de faire machine arrière. Alors, que faire? C'est là qu'intervient son autre grand ouvrage, Du contrat social, publié en 1762. Dans ce livre, Rousseau imagine une société idéale, basée sur un contrat social équitable. Il commence par une phrase célèbre. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Son objectif est de trouver une organisation sociale, où les individus, tout en vivant ensemble, restent aussi libres que dans l'état de nature. Dans Du contrat social, Rousseau propose que les citoyens s'unissent par un pacte, où chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile, garantie par la volonté générale. Cette volonté générale n'est pas la somme des intérêts individuels, mais l'expression de ce qui est bon pour la communauté. Rousseau écrit « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » C'est une idée puissante qui a inspiré des mouvements comme la Révolution française, mais qui soulève des questions. Comment définir la volonté générale? N'y a-t-il pas un risque de sacrifier l'individu au nom du collectif? L'état de nature de Rousseau a marqué les esprits pour plusieurs raisons. D'abord, il défie les idées reçues. À une époque où l'on glorifiait la civilisation, Rousseau ose dire que le progrès a un prix. Il nous pousse à nous interroger. Avons-nous gagné en confort au détriment de notre liberté? Ensuite, sa vision de la bonté naturelle est optimiste. Elle suggère que les maux de la société ne sont pas inévitables, mais le résultat de choix humains. Enfin, l'état de nature est un miroir tendu à notre monde, nous invitant à questionner les fondements de nos institutions. Aujourd'hui, les idées de Rousseau restent d'une actualité brûlante. Prenons les inégalités économiques. Dans un monde où 1% de la population possède plus de la moitié des richesses, la critique de Rousseau sur la propriété privée comme source d'injustice est frappante. Ou pensons à la crise écologique. Rousseau, qui aimait la nature et critiquait l'exploitation des ressources, nous pousserait à repenser notre rapport à l'environnement. Et que dire des réseaux sociaux, où l'amour-propre s'exprime à travers les likes, les followers et les comparaisons constantes. Rousseau y verrait une amplification de ce qu'il dénonçait. Pour illustrer, imaginons une communauté rurale isolée, où les habitants partagent les ressources, cultivent ensemble et vivent simplement. Cette vie, bien qu'imparfaite, rappelle l'équilibre de l'état de nature. Mais dès que cette communauté s'intègre à une économie mondiale, avec des terres privatisées et des pressions pour produire plus, les inégalités émergent et l'harmonie se brise. C'est le processus que Rousseau décrivait il y a plus de 2 siècles. Rousseau nous invite aussi à réfléchir à la liberté. Dans nos sociétés modernes, sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous enchaînés par des structures économiques, des normes sociales et des technologies qui nous contrôlent? Rousseau écrivait dans Du contrat social « La liberté de l'homme ne consiste pas à faire ce qu'il veut, mais à ne pas être soumis à la volonté d'un autre. » Cette idée résonne dans les débats sur la démocratie, la surveillance et les droits individuels. En conclusion, l'état de nature de Rousseau n'est pas une nostalgie pour un passé perdu. C'est une invitation à questionner notre monde,
à reconnaître que les inégalités, l'oppression et l'aliénation ne sont pas des fatalités. Elles sont le fruit de choix humains, et nous avons le pouvoir de les repenser. Rousseau nous rappelle que l'homme est capable de bonté, de compassion et de liberté si nous créons une société qui respecte ces qualités. Comme il l'écrivait, l'homme est né libre, et partout, il est dans les fers. À nous de briser ces chaînes en construisant un monde plus juste et plus humain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cette plongée dans la pensée de Rousseau, partagez-la avec vos amis et rejoignez-nous pour d'autres explorations philosophiques. À bientôt pour un nouvel épisode.